Le Pakistan ne passe pas une bonne année. Et même s'il n'est pas le seul membre du club 2026 Sucks Club, il se distingue par la façon dont il est écrasé de plusieurs côtés en même temps. Des affrontements sporadiques persistent avec les voisins afghans malgré un cessez-le-feu, tandis que les talibans pakistanais poursuivent leur attaque à l'intérieur du pays et que la campagne séparatiste s'intensifie, coûtant des dizaines de vies lors d'un récent attentat massif. À cela s'ajoute un pays n'a pas les moyens financiers d'y faire face. Ils ont tellement sollicité le FMI qu'on dirait même que l'Argentine leur dit « Hé mec, du calme !» Oui, vas-y mon pote. Et même si aucun de ces conflits n'est vraiment nouveau, Islamabad n'a jamais eu à les affronter tous en même temps auparavant. Ce qui complique encore plus la situation, c'est que plus Islamabad semble s'attaquer à l'un de ses problèmes, plus les autres semblent empirer. Et juste au moment où l'on pensait que la situation ne pouvait pas empirer, le seul partenaire que le Pakistan ne peut absolument pas se permettre de s'aliéner commence à perdre patience. Tout est rien. Avant d'aborder la violence incontrôlable dans la plus grande province du Pakistan, nous devons comprendre où cela a lieu. Si vous ne connaissez pas bien la géographie pakistanaise, pas d'inquiétude. Je m'occupe de tout. Les récentes attaques ciblent la province du Baloutchistan, la plus vaste, couvrant près de la moitié du pays. Bien que très vaste, elle n'abrite qu'environ 6% de la population pakistanaise, restant ainsi la région la plus rurale. Peu connue pour sa densité, elle l'est pour d'autres raisons. Près de 80% des richesses minérales et une grande partie des réserves de gaz du pays sont ici. Si cela ne suffit pas, elle détient aussi l'un des plus grands gisements inexploités de cuivre et d'or, la majeure partie du littoral national et une des rares zones où l'eau permet un port en eau profonde. En théorie, le Baloutchistan devrait être la région la plus riche, mais ce n'est pas le cas. Loin de là. Malgré les vastes ressources dont elle dispose, la province ne génère qu'environ 7% du PIB total du Pakistan et arrive bonne dernière sur pratiquement tous les indicateurs de bien-être humain auxquels on peut penser. Plus des 2/3 des habitants vivent ici dans la pauvreté multidimensionnelle, qui inclut l'accès à l'école, aux cliniques, à l'eau potable, etc. Donc, lorsque vous examinez les districts individuellement, la situation devient encore pire, bien pire. Dans certains, plus de 90% des habitants vivent encore dans la pauvreté, et quelques-uns obtiennent un score inférieur à celui de pays comme le Soudan du Sud sur l'indice de développement humain des Nations Unies. Et au cas où vous vous poseriez la question, non, ce n'est pas quelque chose qui est réparti de manière égale à travers le Pakistan. Le pays n'est pas vraiment riche, mais ses indicateurs s'améliorent considérablement en dehors du Baloutchistan, surtout dans le cœur du pays, le Pendjab, où la pauvreté multidimensionnelle tombe à moins de la moitié. La Chine est l'un des plus grands investisseurs du Pakistan depuis un certain temps déjà, et le Baloutchistan est la région où une grande partie de cet argent a été investi à travers un projet appelé CPEC. Au cours de ce projet, Pékin a investi environ 60 milliards de dollars dans des routes, des chemins de fer, des pipelines et des centrales électriques. Elle a également supervisé l'extension d'un port en eau profonde à Gwadar, ce qui lui a offert une route maritime évitant les eaux encombrées de sa propre côte est, et a donné à Islamabad l'opportunité de relancer enfin sa province la plus pauvre. 10 ans plus tard, le projet ne tient pas vraiment ses promesses. Gwadar n'est même pas relié au réseau électrique national et dépend des importations iraniennes, montrant à quel point la région est sous-développée. Mais qu'il tienne ses promesses ou non, le Pakistan ne peut pas faire marche arrière. Le CPEC est le plus grand pari du pays sur son propre avenir et tout passe par le Baloutchistan. Ce qui rend la situation d'autant plus préoccupante pour Islamabad, c'est que le Baloutchistan est aussi le théâtre d'une importante insurrection qui prend de l'ampleur. Mais avant de parler de cette grande insurrection, un petit instant pour vous présenter le spin-off de Warfronts, Front Stoco, notre plateforme pour les abonnés qui aiment ce que nous faisons ici mais qui souhaiteraient que l'on puisse aller un peu plus en profondeur, devenir un peu plus pointu. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives, des podcasts et au moins 2 articles d'experts sur les grands conflits qui façonnent votre monde. Notre contenu le plus populaire actuellement est une analyse d'un analyste d'Austin sur le chaos au Mali. Oui, c'est du contenu pointu et pas seulement les articles qui sont détaillés. À partir de la semaine prochaine, nous allons publier de façon sporadique des documentaires d'analyse approfondie, présentés par moi-même, sur toutes sortes de sujets obscurs et importants. Nous commençons mardi avec une exploration de 82 minutes de l'état d'esprit de Kim Jong-un et de ce à quoi ressemble vraiment la vie de l'élite nord-coréenne. Cette vidéo sera exclusive à Front, donc pour la voir, inscrivez-vous. L'abonnement coûte 5 $ par mois ou 50 par an. C'est Warfronts. Et maintenant, revenons à cette insurrection, d'accord ? L'insurrection. Le 24 mai au matin, le train Jafar Express est parti de la gare de Quetta, capitale du Baloutchistan,
avec des membres des forces de sécurité et leurs familles rentrant chez eux pour l'Aïd. Peu après, près d'un passage à niveau en périphérie, un véhicule contenant plus de 70 kg d'explosifs a foncé sur lui et a explosé. L'assaillant faisait partie de la brigade Majid, unité d'attentats-suicides de l'armée de libération du Baloutchistan, BLA, le plus grand et le plus radical des groupes séparatistes de la province. Comme c'est souvent le cas ici, le nombre de victimes varie selon les sources. Les chemins de fer pakistanais ont confirmé environ 30 morts. Les services de secours ont évoqué un chiffre d'environ 47, et la BLA affirme qu'il y en a plus de 80. Peu importe qui a raison, le message était clair. Nous sommes là, nous pouvons vous frapper à tout moment, et vous ne pouvez rien y faire. Cela représenterait un grave problème pour le Pakistan. Aucun pays n'accepterait une telle attaque contre ses forces armées. Ces attaques deviennent plus courantes, et Islamabad paraît de plus en plus désemparé pour y répondre. Cette série de violences a vraiment commencé en août 2024 lorsque le BLA a lancé l'opération Herof. Pendant les combats, ils ont affirmé avoir tué plus de 130 militaires et ont été accusés d'avoir tué 23 voyageurs pandjabis présents au mauvais endroit au mauvais moment. Leur crime était de ne pas être baloutches. Ce n'était qu'un échauffement pour le groupe. Quelques mois après, ils ont fait exploser les rails dans un tunnel en montagne, immobilisant totalement le même train Jafar Express. Ils ont pris environ 400 passagers en otage, retenant le train près de 30 heures et exigeant la libération de prisonniers baloutches avant l'intervention de l'armée. Fin janvier, l'armée de libération du Baloutchistan a lancé l'opération Hereafter 2, qui a duré près d'une semaine et touché une douzaine de districts du Baloutchistan. Selon Islamabad, la campagne a causé environ 250 morts, principalement des membres de l'armée de libération du Baloutchistan. Ce revers n'a manifestement pas découragé le groupe, car seulement 4 mois plus tard, ils ont lancé l'attaque que nous avons mentionnée plus tôt contre le train, qui partait une fois de plus pour Quetta. Je ne vais pas faire la queue pour acheter des billets pour ce train. Les troubles dans cette région ne sont pas nouveaux. C'est en fait la 5e vague séparatiste baloutche depuis la fondation du Pakistan en 1947. Mais contrairement aux vagues précédentes, qui étaient dominées par des guérilleros tribaux mal équipés, celle-ci c'est du sérieux. En général, quand on pense à une insurrection venant d'une région plus pauvre, elle puise ses forces dans des zones rurales et défavorisées, et sur le papier, le Baloutchistan correspond exactement à cela. Cependant, l'armée de libération du Baloutchistan a recruté de façon disproportionnée dans les milieux instruits et urbains. Une grande partie de la direction a commencé dans la politique étudiante, et l'une des kamikazes était une femme titulaire d'un master qui s'est fait exploser devant un institut dirigé par des Chinois à Karachi en 2022. De toute évidence, il ne s'agit pas d'une manifestation ordinaire pour des approvisionnements alimentaires ou même d'une campagne de faible intensité pour l'indépendance. Et ce qui est inquiétant, c'est que le gouvernement ne semble pas avoir de réponse. Ce manque de progrès, pour ce que ça vaut, n'est pas dû à un manque d'efforts. Pendant près de 20 ans, l'armée pakistanaise a maintenu d'importants effectifs dans la province pour traquer les commandants et membres du groupe. Numériquement, ils ont été assez efficaces. Selon ces chiffres, l'armée a éliminé des milliers de militants, dont plus de 700 en 12 mois. Cette campagne a poussé la majorité des dirigeants survivants à l'exil, surtout à Londres, tandis que les chefs opérationnels se sont installés près des frontières afghanes et iraniennes. Et c'est à peu près là que s'arrête le succès. Rien de tout cela n'a permis de pacifier la province, même de façon minime. Ces dernières années ont vu une forte augmentation des attaques, et à moins qu'ils ne parviennent à élaborer une nouvelle stratégie, il semble certain que cela continuera. En fait, l'armée de libération du Baloutchistan est aujourd'hui plus enhardie que jamais. Une partie de cette campagne, qui consiste essentiellement à arrêter toute personne soupçonnée de collaborer avec l'armée de libération du Baloutchistan, n'a pas vraiment aidé à apaiser la situation non plus. Le Pakistan a adopté une politique consistant à faire disparaître effectivement ceux qui pourraient être dans le mauvais camp, parfois arrêtés à des points de contrôle, d'autres fois enlevés chez eux au beau milieu de la nuit. Ils sont souvent détenus des mois, voire des années, sans inculpation. Une organisation pakistanaise de défense des droits de l'homme a compté plus de 2300 nouvelles disparitions dans tout le pays en 2024, le Baloutchistan restant la région la plus touchée. Le visage le plus célèbre de ces disparitions est Maran Baloch, jeune médecin engagé après la disparition de son père en 2009, sa brève réapparition, puis sa nouvelle arrestation en 2011 et son assassinat. En 2024, grâce à l'organisation exclusivement non violente qu'elle avait mise en place, elle s'est retrouvée sur la liste Time des 100 personnalités de demain, parmi les leaders les plus influents de la planète. Elle a elle-même été arrêtée sans inculpation l'année suivante et demeure aujourd'hui en prison à Quetta. Cette campagne n'a fait qu'exacerber les problèmes auxquels le peuple baloutche estime être confronté de la part du gouvernement pakistanais, qui a simultanément envoyé le message que les manifestations non violentes ne seront pas tolérées, tout en montrant qu'il n'est pas capable de s'attaquer pleinement aux factions les plus radicales. Ce n'a pas été, pour le dire gentiment, une stratégie gagnante.
Tout cela amène à se demander pourquoi Islamabad refuse d'essayer la seule chose qu'elle n'a encore jamais faite. S'asseoir, faire toute la lumière sur le sort des disparus et chercher comment améliorer réellement la situation sur le terrain au Baloutchistan. Il ne s'agit même pas de dire qu'ils devraient abandonner totalement la province. Les dirigeants n'acceptent généralement pas volontiers que près de la moitié de leur territoire se sépare. Mais entre l'oppression politique et la situation économique sombre, très sombre au Baloutchistan, il est difficile de voir comment la situation pourrait changer avec la stratégie actuelle. La réponse de façon réaliste semble résider dans leur partenariat continu avec Pékin, qu'ils considèrent depuis longtemps comme une opération essentielle pour moderniser le pays et l'aider à rivaliser avec leur éternel adversaire à l'ouest, l'Inde. Dans cette optique, les tentatives de réforme au Baloutchistan représentent une menace non seulement pour les projets de développement, mais aussi pour la sécurité nationale. Et dernièrement, ce n'est plus seulement le problème du Pakistan. Pékin devient de plus en plus impatient face à l'incapacité d'Islamabad à empêcher la mort récurrente de travailleurs chinois dans le pays. Cependant, ce que Pékin souhaite pousse le Pakistan dans deux directions. Réprimer l'insurrection par la force, c'est envoyer plus de troupes dans une province qui voit l'armée comme une force d'occupation. Pour rallier la population, ils devraient en faire la seule chose qu'ils n'ont jamais semblé prêts à faire, laisser les revenus du projet rester réellement au Baloutchistan au lieu de retourner vers le centre. La raison pour laquelle c'est si difficile à accepter, c'est que cela bouleverserait fondamentalement le fonctionnement du Pakistan. C'est surtout un État-nation mené par le Pendjab, les périphéries fournissant depuis longtemps à Islamabad les ressources nécessaires au système. Donner aux Baloutches un véritable contrôle sur leurs propres ressources signifierait que l'establishment renonce à une source de richesse sur laquelle il s'appuie depuis des décennies, et l'armée craint où cela pourrait mener, et non sans raison. Ils ont déjà vu une province faire sécession, le Bangladesh, ancien Pakistan oriental, et si le Baloutchistan fait de même, tout le projet pourrait s'effondrer. Malgré la tension sur le Baloutchistan, ce n'est qu'une des nombreuses crises du pays. Nous avons déjà évoqué sur Warfront la guerre débutée en février entre l'Afghanistan et le Pakistan. Bien qu'un cessez-le-feu soit officiellement en place, cela ne se remarque pas vu les récents événements. Pour vous remettre dans le contexte, en février dernier, le Pakistan a lancé une série de frappes contre son voisin, l'Afghanistan, visant des sites d'entraînement présumés du Tehrik-e-Taliban, ou TTP. Ce groupe est distinct des talibans afghans, qui dirigent Kaboul depuis 2021. Bien que le gouvernement afghan nie toute coopération avec le TTP, il est facile de deviner de quel côté ils sont. L'Afghanistan a réagi en lançant une offensive transfrontalière contre des positions pakistanaises le 26 février. Pour Islamabad, qui avait initialement accueilli favorablement le retour au pouvoir des talibans, mais dont les relations se sont rapidement détériorées, cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le ministre de la Défense a déclaré à la télévision une guerre ouverte contre son voisin le lendemain. Un cessez-le-feu fragile conclu en mars avait apaisé le pire, mais comme dans tant d'autres conflits en cours actuellement, les cessez-le-feu sont plus un concept abstrait qu'une réalité réellement applicable. Des escarmouches sporadiques éclataient régulièrement et, fin avril, les deux camps échangeaient en certains de leurs coups les plus violents depuis le cessez-le-feu supposé. Des tirs d'artillerie pakistanais ont frappé une université dans la capitale de la province de Kunar, blessant des dizaines de personnes selon les talibans. Au total, l'ONU estime que plus de 370 Afghans ont été tués et 397 autres blessés. Tout cela se déroule alors que des délégations des deux gouvernements sont réunies dans la ville chinoise d'Urumqi, où Pékin a passé près de 2 mois à tenter de transformer ce cessez-le-feu en quelque chose de réellement durable. Les discussions paraissent bien se dérouler selon le ministère chinois des Affaires étrangères qui affirme qu'elles progressent. Mais où avez-vous déjà entendu cela ? Et non, rien qui ressemble de près ou de loin à un accord n'en est sorti. Les problèmes ici sont les mêmes que ceux qui ont déclenché la guerre au départ. Islamabad veut des garanties que le sol afghan ne sera pas utilisé pour lancer des attaques. Pour Kaboul, c'est une impasse. Même s'ils ont été de résilients guérilleros, ils ne sont pas vraiment en état de fonctionner comme une armée nationale. De plus, ils ont déjà fort à faire avec l'État islamique au Khorasan, ou le IK, encore plus extrême, qui a mené de multiples attaques contre le gouvernement taliban, un gouvernement qu'Iziska considère comme une force d'occupation. Ce groupe serait un problème quel que soit ce qui se passe avec le Pakistan, mais c'est particulièrement important étant donné qu'il a longtemps servi de point de ralliement pour les combattants qui sont convaincus que les talibans, qu'ils soient afghans ou pakistanais, ne sont pas assez radicaux. Le groupe a en fait été constitué par le travail de 3 factions talibanes, qui se sont séparées précisément pour cette raison. Au cours des décennies qui ont suivi, 5 des 6 hommes qui ont dirigé Daesh K ont commencé leur carrière au sein du TTP.
Essentiellement, les exigences du Pakistan envers l'Afghanistan pour réprimer le TTP forcent Kaboul à choisir entre la possibilité d'un conflit conventionnel avec Islamabad ou le risque d'offrir à Daesh-K le plus grand facteur de recrutement qu'ils aient jamais eu. Compte tenu des liens étroits et anciens entre talibans afghans et pakistanais, il n'est guère surprenant de voir de quel côté ils se sont rangés. En parlant du TTP, ils ont aussi été impliqués dans cette affaire. Récemment, ils ont conduit un véhicule rempli d'explosifs dans un complexe de sécurité à Bajor et l'ont pris d'assaut, tuant au moins 11 soldats pakistanais, ce qui laisse Islamabad dans une situation complètement chaotique. Pousser Kaboul suffisamment fort pour obtenir des concessions grâce à leur armée bien plus puissante pourrait très bien entraîner l'État afghan à replonger dans la guerre civile, avec un TTP très en colère et un EIK nouvellement enhardi. Mais si on relâche la pression, les talibans continuent simplement d'opérer depuis le territoire afghan, attaquant les soldats pakistanais quand bon leur semble. Il n'existe aucune version de cette situation où Islamabad s'en sort gagnant, et cela place le Pakistan dans la position très peu enviable de devoir effectivement mener une guerre sur deux fronts. Le TTP a maintenu un rythme soutenu d'embuscades et d'attentats contre les soldats et la police dans toute la province de Khyber Pakhtunkhwa, au nord tout au long de l'année, tandis que le BLA sème le chaos dans le sud-ouest. Les deux n'ont aucun objectif commun. Le BLA est en réalité un mouvement laïque, donc il n'est pas vraiment désireux de s'associer avec le TTP, qui de leur côté ne serait probablement pas enclin à les accepter, même si cela arrivait. Mais ils profitent clairement des succès de l'un et de l'autre. Enfin, pour couronner le tout, il y a la question financière. Êtes-vous au courant de l'expression disant que le Pakistan a récemment traversé une période difficile avec le Fonds monétaire international ? Islamabad a dû faire appel à l'institution plus de 24 fois. Et bien que cela ait évidemment eu des répercussions sur les gens ordinaires, la plus grande source d'inquiétude à Islamabad pourrait être ce que cela révèle sur leur capacité à financer des guerres prolongées contre les insurgés et leurs voisins, l'Afghanistan. Et c'est qu'ils ne peuvent pas se le permettre sur le long terme. À cela s'ajoute, il y a environ 20 milliards de dollars de remboursement à effectuer au cours de l'année prochaine, qu'Islamabad devrait être en mesure d'honorer. Si l'Arabie saoudite, la Chine et certains créanciers du Golfe acceptent de renouveler leurs prêts au lieu de les réclamer. C'est moins sûr aujourd'hui car les Émirats l'ont déjà fait cette année. Cependant, le rapprochement du Pakistan avec les Saoudiens suggère que Riyad est peu enclin à agir de même. Tout cela dresse donc le portrait d'un pays dont personne ne peut dire qu'il s'effondre, mais qui a certainement connu des jours meilleurs. Nous n'avons même pas évoqué la tension persistante avec l'Inde, qui pourrait à tout moment dégénérer en affrontement, comme l'an dernier. Il reste important de se rappeler ce qu'est vraiment le Pakistan. Ce n'est pas un État défaillant quelconque, c'est un pays de 260 millions d'habitants doté en plus d'un arsenal nucléaire qui lutte contre deux insurrections qu'il n'arrive pas à mater. Soutenu par des créanciers impatients et dirigé par un establishment qui préfère maintenir le statu quo au Baloutchistan plutôt que d'engager de vraies réformes. Aucune de ces crises ne se résoudra facilement ni ne disparaîtra. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que personne, ni Islamabad, ni Pékin, ni Washington, n'a de véritable plan pour ce qui se passera si toutes ces crises atteignent en même temps leur point critique. Merci d'avoir regardé.